Il était 3 fois l'histoire de Louis, Dimitri et Jean-Claude. Louis était un humain de sexe masculin qui avait un rhume. Dimitri était un humain de sexe masculin qui allait bien. Jean-Claude était un caillou. Puis, le rhume de Louis dévasta toute la bande des 3 amis. En effet, le rhume de Louis se transforma rapidement en bronchite. Devant ce terrible scandale, Dimitri et Jean-Claude coururent à la pharmacie, sauf Jean-Claude puisque c'est un caillou, coururent à la pharmacie chercher du Nasacort. C'est pour redéboucher le nez, je vous le conseille fortement, c'est pas un placement de produit, c'est un conseil parce qu'un conseil d'amis, voilà, je sais combien c'est dur parfois d'avoir le nez bouché, enfin voilà. Donc pour sauver Louis qui a une bronchite et un rhume, voilà, il court à la pharmacie, donc sauf Jean-Claude puisque c'est un caillou, mais bon, lui il roule quand même, donc c'est un caillou quand même assez poli, enfin tant mieux parce que sinon il insulterait à tout bout de champ Louis et Dimitri, ce qui serait quand même pas gentil de la part des cailloux. Enfin, vous verrez insulté par un caillou? Moi non, sérieux, je prendrais mal de me faire insulter par un caillou. Bref, donc Jean-Claude est un caillou poli, et donc vu qu'il est poli, il peut rouler sur lui-même de façon assez ergodynamique, mais pas assez rapidement pour attraper la vitesse de Dimitri qui court très rapidement à la pharmacie. Malheureusement, il y avait la queue à la pharmacie. Donc du coup, il est obligé de l'attendre dans la queue, ce qui laisse le temps à Jean-Claude le caillou de le rattraper en roulant. Voilà. Donc, sauf que même si Jean-Claude avait le temps de le rattraper, Jean-Claude se fait arrêter par un gendarme qui contrôlait la voie publique. Et en fait, il se trouvait que Jean-Claude ne respectait pas les normes de vitesse pour les cailloux sur la route, surtout que lui est roulé sur le trottoir. Normalement, le trottoir c'est fait pour quoi? Eh bah oui, c'est fait pour les piétons, mais les piétons humains. Là, Jean-Claude, il était un caillou. Eh oui, c'est bien, vous suivez, bon, c'est bien, au moins vous n'êtes pas perdu. Mais bon, en voyant combien de temps vous serez encore attentif à cette histoire et vous comprendrez encore tout ce qui se passe parce que ça va bientôt se partir en couille. En effet, parce que pendant que Jean-Claude se prenait un PV, Louis était en train d'agoniser dans sa chambre à cause du rhume et de la bronchite. Pendant que Dimitri, lui, était toujours en train de faire la queue à la pharmacie. Puis, Jean-Claude, lui, a une mission quand même. Il doit sauver son ami du rhume, de la bronchite. Son ami va peut-être sûrement décéder. C'est quand même un rhume. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il saute en bon caillou. Parce que du coup, il avait un trampoline à côté de lui. Donc ça l'aidait en tant que caillou. Parce que oui, un caillou ne peut pas sauter sans une aide quelconque. Enfin bref, il a un trampoline à côté. Il saute et il éclate la gueule aux gendarmes. Sauf que là, du coup, la patrouille de gendarmes qui était juste à côté se met à poursuivre Jean-Claude. Pendant ce temps, il y a Louis qui est en train d'agoniser du rhume dans sa chambre et Dimitri qui est en train d'attendre à la pharmacie. Donc Jean-Claude roule comme un dératé. Enfin, dératé. Attends, raté, c'est quelqu'un qui, oui, un raté. Mais Jean-Claude n'est pas un raté. C'est plutôt quelqu'un de successful. Sauf qu'on n'a pas de mot pour ça en français. Bon, bref, donc c'est quelqu'un qui a du succès. Donc c'est pas un raté. Mais bon, dératé, c'est le contraire d'un raté. Donc du coup, oui, il court comme un dératé. Enfin, il roule comme un dératé sur lui-même, c'est un caillou poli et tout ça. Enfin, je pense que vous avez saisi, c'est pas la peine de vous le rappeler à chaque fois. Donc Jean-Claude roule à plus de 20 km/h, et les gendarmes sont obligés de le suivre parce que sinon, ils pourraient lui rouler dessus sans faire exprès et tout ça. Ils veulent pas le tuer, Jean-Claude, ils veulent simplement le mettre en prison, dans la prison des cailloux. Donc oui, la prison des cailloux, parce que genre, à votre avis, le Grand Canyon, c'est quoi? C'est un grand trou où on met plein de cailloux. Bah, oui, voilà, moi j'appelle ça une prison des cailloux. Donc bref, oui, parce que l'histoire se déroule aux États-Unis, je vous l'ai pas dit, mais bon, voilà. Donc, ça explique pourquoi la gendarmerie, je sais pas s'il y a une gendarmerie aux États-Unis, mais bon, cette histoire n'a aucune cohérence. De toute façon, il y a un mec qui meurt d'un rhume. Oui, je vous l'ai pas dit, mais Louis là, il est déjà mort du rhume. La bronchite, elle est guérie, mais le rhume là, il l'a tué. Donc voilà, Louis, on n'en parle plus, il est mort. Donc, Jean-Claude le Caillou est en train de rouler sur lui-même à 20 km/h, et les gendarmes d'Amérique, les policiers, on va dire, the cops en anglais, avec mon très bon accent bilingue, bilingual. Bon, bref, donc Jean-Claude roule comme un caillou et il réussit à semer les policiers parce que du coup il les plante par terre, il les enterre jusqu'à la tête et les policiers sont semés. C'est une très bonne blague. Oui. Donc Jean-Claude a semé les policiers et les policiers commencent à faire des petites fleurs. Pendant ce temps, Dimitri est en train d'attendre à la pharmacie, ne sachant pas que Louis est mort de son rhume. Donc du coup il attend toujours la pharmacie. Donc Jean-Claude, lui,
est quand même assez essoufflé là. Il vient de faire une énorme course-poursuite à 20 km/h, on ne dirait pas, mais pour un caillou c'est énorme. D'ailleurs, il devrait s'inscrire au championnat du monde des cailloux là, les JOC, les JOC, les Jeux Olympiques pour cailloux. Enfin, du coup on met pas le pour, c'est juste Jeux Olympiques cailloux. Et aux États-Unis d'Amérique c'est Olympic Game for Rocks. Donc du coup c'est O-G-R, et ça fait ogre. Et moi je préfère Joc. Voilà. Donc du coup Jean-Claude découvre son talent pour la course parce que bon, il a quand même fait du 20 km/h. Donc du coup il s'inscrit au Joc. Je vous rappelle, le Joc c'est Jeux Olympiques pour cailloux. Voilà, maintenant je ne le répéterai plus. Donc pendant ce temps, Dimitri est en train d'attendre à la pharmacie. Et Jean-Claude Le Caillou s'est inscrit au JOC là. Il se trouve que les JOC acceptent à peu près tout le monde, donc ça tombe bien. Voilà, donc il s'inscrit au JOC d'Amérique. Et voilà, il y a une compétition directement, Jean-Claude n'a pas besoin d'attendre. Et il commence tout de suite à concourir, sauf que Jean-Claude a été mis au lancer de poids. Sauf que Jean-Claude il sait pas comment faire, et en tant que caillou il n'a que 3 mains. Et normalement pour les lancers de poids, caillou c'est réglementé à 4 mains. Enfin, vous voyez, c'est une erreur d'informatique au JOC, enfin ils l'ont mis dans le mauvais truc et tout ça. Enfin du coup il a 4 poids à lancer simultanément, et lui il a que 3 mains. Donc du coup qu'est-ce qu'il fait? Logique, il se fait greffer une main juste avant le tournoi, pas con le gars. Et grâce à cette main greffée, il réussit à propulser la main telle une catapulte, parce que en fait cette main artificielle c'est une catapulte. Donc du coup il réussit à propulser le poids plus loin que jamais. Plus loin que jamais, c'est le cas de le dire, puisqu'il fait 3 fois le tour de la Terre avant de s'écraser sur la Maison Blanche, causant un conflit diplomatique qui amènera les aliens, une fois l'état de la superpuissance défait. Les aliens débarquent sur la Terre, puisque maintenant il n'y a plus de gouvernement pour le premier ordre mondial. Bref, ça c'est pour une autre histoire, parce que je vous rappelle, Dimitri est toujours en train d'attendre. Et voilà, c'est tout. Il y a une mamie devant qui essaye de payer son médicament avec des petits centimes, donc c'est logique qu'il soit coincé. Voilà. Donc pendant ce temps, Jean-Claude a gagné les JOC, vu qu'il a quand même fait 2 fois ou 3 fois. Je sais pas. Ah, faudra que je revoie les documents historiques parce que je me souviens plus. Enfin, 2 fois ou 3 fois le tour de la Terre avec le poids lancé par son bras bionique, la catapulte. Là. Donc du coup, il gagne les JOC. Et il a la médaille en platine là, du caillou athlète et tout ça, du lancer de poids. Même si à l'origine il concourait pour le concours de vitesse, mais bon, là il a tout gagné, donc il dit pas non. Et il gagne aussi, ça l'arrange bien, le prix Nobel du caillou de l'année, le prix Pulitzer, le prix Edgar Allan Poe de littérature. Et donc lui il est super content, voilà, c'est devenu un caillou super connu et tout ça. Il passe dans tous les journaux, là il est dans le Times, à la BBC, il est dans Closer, genre découvrez les vacances super hautes de Jean-Claude Le Caillou. Et ils ont réussi à prendre une photo de lui tout nu, enfin je vous raconte pas le scandale. Bref, donc Jean-Claude en attendant là, lui il est petit dessus, il a des sponsors qui viennent de lui donner de l'argent partout et tout ça, il sait plus quoi faire de son argent et il a construit un crématorium simplement pour jeter son argent au feu. Et donc Jean-Claude là il est dans sa villa et tout ça avec ses 3 femmes, 3 femmes cailloux hein. Jean-Claude c'est pas un polygame pervers et tout ça hein. Donc les 3 femmes cailloux je vous les présente pas parce qu'elles n'ont pas un très grand rôle dans l'histoire. Donc voilà, il est dans sa villa tranquille. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude a un rhume, ce qui est quand même très rare chez un caillou, puisqu'il n'y a que 2 cas de rhume par an normalement chez les cailloux, et sur tous les cailloux de la Terre cette année, il a fallu que ça tombe sur lui. Et donc Jean-Claude est mort. Et ses 3 femmes aussi. Ses 3 femmes cailloux. Puisque Jean-Claude les a contaminés avec le rhume. Pendant ce temps, Dimitri est toujours en train d'attendre à la pharmacie pour avoir le médicament contre le rhume. Ce fameux médicament contre le rhume
Parce que ça aurait bien aidé Louis, Louis, le mec qui est mort du rhume et de la bronchite au début. Enfin, pas de la bronchite, vu que la bronchite a guéri, enfin, il est mort du rhume après. Et Jean-Claude, du coup, il est mort lui aussi du rhume. Donc, du coup, il aurait pu sauver ses 2 amis. Mais bon, Dimitri peut pas, vu qu'à la pharmacie, il y a une deuxième mamie qui est arrivée, qui l'a doublé en scooter. En fait, elle est arrivée en scooter dans la pharmacie, elle s'est garée devant lui. Bon, lui, il peut rien dire, hein. Une mamie qui arrive en scooter, c'est tellement badass. Il va pas déranger une mamie comme ça, surtout qu'il a bien vu qu'elle avait une calache dans le dos. Donc bon, il va pas la déranger. La mamie est passée devant lui, il a rien dit. Donc la deuxième mamie continue à payer avec des petits centimes. Donc du coup, Dimitri n'est pas sorti d'affaire. Et donc, vous vous demandez donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien moi aussi. Eh bien, il se trouve que pendant que je vous rappelle, le gouvernement des États-Unis est mort, écrasé par le lancer de poids de Jean-Claude qui s'est écrasé pile sur la Maison Blanche. Où donc il y a Donald Trump qui est mort et tous ses conseillers, enfin. Bref, c'était la deuxième news la plus importante du moment après la victoire de Jean-Claude et tout ça. Et c'est des vacances super hautes dans les magasins Closer et tout ça. Enfin. Voilà, donc tout le gouvernement de la Maison Blanche est mort et les aliens sont arrivés. Les aliens décident donc qu'ils vont établir une dictature au Pérou. Pourquoi le Pérou? Je sais pas. Bon, ils essayent d'établir une dictature, sauf que les Péruviens sont vraiment des gens super combattants. Donc du coup, ils commencent à lancer des petites comment ça s'appelle, figues contre les ovnis. Et bon, il se trouvait que c'était les seules failles des ovnis. En fait, ils sont pas résistants aux figues, au lait de noix de coco et au mode de terre retourné par les taupes. Et voilà, donc les Péruviens ils ont trouvé ça. Et donc du coup, là, je vous raconte pas, il y a... oui, du coup, pour le coup, je vous raconte pas. Et donc, après l'événement que je vous ai pas raconté, donc, les aliens ont fait une dictature au Mexique. Et là, ça s'est encore plus aggravé parce que les Mexicains, ils n'ont pas réussi à trouver la solution contre les aliens. Et donc du coup, les aliens se sont vraiment implantés au Mexique. Et avec la corruption au Mexique et tout ça, genre il y avait les aliens qui commençaient à payer les dirigeants mexicains et tout ça. Donc du coup, maintenant, c'est les aliens qui contrôlent le Mexique par le biais du gouvernement mexicain complètement corrompu par les aliens. Parce que les aliens, ils ont une machine à fausse monnaie. Parce que voilà, c'est des aliens. Enfin, on va pas chercher de cohérence dans cette histoire. Hein. Et donc ils fabriquent la fausse monnaie en corrompant le gouvernement mexicain. Si bien, les aliens, ils sont pas cons, ils sont même beaucoup plus intelligents que nous. Ils réussissent à reformer le Mexique et tout ça et à en faire une super puissance mondiale. Le Mexique gravit les échelons de la puissance économique et tout ça jusqu'à doubler la Chine, puis les États-Unis et à devenir la superpuissance mondiale numéro 1. Le Mexique forme une super armée, ou plutôt les aliens forment une super armée avec des pistolets laser venus de la planète Pluton. Et donc du coup, ils commencent à envahir les États-Unis avec ça. Les États-Unis n'ont plus de gouvernement, ça fait quand même 10 ans que les aliens entraînent le Mexique et donc entre temps, en 10 ans, les États-Unis ont toujours pas trouvé le moyen de refaire leur armée. Mais par contre, enfin leur armée, si justement, ce que je vous ai pas dit, ils n'ont pas refait de gouvernement en 10 ans. Par contre, ils ont refait une armée. Parce que vous vous rappelez, Jean-Claude là, qui est terminé en lancer de poids au lieu de cours de vitesse à cause d'une erreur informatique. Eh bien, le gars qui l'a mis dans les fichiers informatiques, ouais. Eh bien en fait, c'était pas un gars, c'était un caillou. Une caillou plutôt. Elle s'appelle Ambre. Et en fait, bon, faut pas se fier au nom, c'est une pierre de jade. Donc Ambre est devenu genre le caillou du moment et tout ça, le sauveur, le leader, enfin la leader vu que c'est une femme, une pierre de jade, Ambre. Et donc c'est devenu le modèle américain. D'ailleurs, ils ont changé l'hymne national pour un truc de cailloux, enfin. Je vais pas vous chanter leur nouvel hymne. Et donc du coup, il y a Ambre qui a reformé une armée.
Sauf que elle est plutôt humanophobe, enfin, elle est assez raciste envers les humains. Donc du coup, elle a organisé plutôt un grand génocide à travers les États-Unis pour tuer tous les humains. Ça a fonctionné vu qu'il y a plus de roches que d'humains aux États-Unis. Et surtout, elle a fait sortir les cailloux qui étaient en prison dans le Grand Canyon. Elle les a fait sortir de prison pour qu'ils puissent combattre contre les humains. Voilà. Donc du coup, les cailloux ont gagné. Et le peu d'humains qui ont survécu ont fui au Canada, où ils sont toujours en train de boire leur sirop d'érable. Donc, ils sont tranquilles. Pendant ce temps, Dimitri, il est toujours à la pharmacie, aux États-Unis, parce que cette pharmacie est l'unique lieu de résistance, en fait, depuis 10 ans, aux États-Unis. Où il y a plusieurs personnes qui s'y sont réfugiées, notamment par exemple Leonardo DiCaprio, et 3 autres personnes, et la mamie en scooter aussi. Donc là, il y a les 3 autres personnes, Leonardo DiCaprio, la mamie et Dimitri qui attend toujours dans la queue, et le pharmacien. Donc du coup, ça fait 7 personnes qui résistent depuis 10 ans aux aliens dans la pharmacie. Non, pas aux aliens. Les aliens, ils sont au Mexique. Ils résistent aux cailloux. Je commence déjà à me perdre dans mon histoire, c'est pas possible. Bref, donc, pendant ce temps, les cailloux ont fait un génocide aux États-Unis et ils sont devenus maîtres sur les États-Unis, mais pendant ce temps, ils sont esclaves. Esclaves de qui? Esclaves de Ambre. Ambre, la pierre de jade. Voilà. Donc, Ambre envoie tous ses cailloux combattre contre les Mexicains qui envahissent les États-Unis. Les Mexicains dirigés par les aliens. Bon, les cailloux, ils sont beaucoup plus nombreux que les Mexicains. Donc, du coup, ils commencent à prendre l'avantage de la bataille. C'est plus tard ce qu'on appellera la bataille du pommier, même si ça n'a aucun rapport. Mais les aliens, en fait, ont perdu la guerre, puisque les cailloux ont vaincu les Mexicains. Et donc du coup, les aliens ont été contraints de fuir. Sauf que donc ils ont fui la Terre. Et une fois qu'ils sont sortis de notre système solaire, ils n'avaient plus de Wi-Fi. Donc du coup, ils n'avaient plus accès à Google Traduction. Ils ont cherché la bataille de la Terre dans leur mémoire, vu qu'ils n'avaient plus accès à Google Traduction. Et il y en a un qui croyait que en fait Terre, ça se disait pommier. Donc au lieu que ça s'appelle la bataille de la Terre, la planète, et bien du coup ça s'appelle la bataille du pommier. Bref, donc du coup les aliens ont perdu la bataille du pommier et ont fui la Terre. Alors, bon, les cailloux étaient très contents, jusqu'à ce que, enfin j'ai envie de dire, Dimitri arrive à son tour dans la queue, commande au pharmacien du Nasacort, médicament pour déboucher le nez, je vous le conseille, contre le rhume. Il commande aussi un petit Doliprane, le petit Doliprane ça sert un peu partout, voilà. Il le commande en suppositoire, il a très mauvais goût, on va pas le juger. De toute façon c'est un des seuls humains aux États-Unis, donc on va avoir un peu de respect. Il a perdu surtout tous ses proches, il le sait pas encore. Il croit que Jean-Claude et Louis sont encore en vie. Donc quel choc ça va lui faire en apprenant qu'à Intermarché, le jambon est à moins 30%. Donc il va se ruer à Intermarché, où là les cailloux vont être choqués, les cailloux qui dirigeaient Intermarché, on va être choqués de voir un humain. Ils croyaient, oh mais ça a disparu depuis 5 ans. Oui, le génocide c'était en fait il y a 5 ans. Donc, oh ça a disparu depuis 5 ans les humains, mais comment ça se fait? Ah, appelons les autorités locales. Voilà, donc ils appellent les autorités locales. Les autorités locales, c'est les vaches en fait. Mais en fait, pour eux, c'est dégradant d'être genre flic ou gendarme et tout ça. Enfin, c'est un métier dangereux. Donc du coup, ils l'ont pas confié à leurs semblables, les cailloux. Ils l'ont confié à des vaches. Donc du coup, les vaches viennent chercher Dimitri. Dimitri dit, essaye de corrompre les vaches, tout ça. Ouais, vas-y, je te file du Doliprane en suppositoire. Toi, tu me libères et tout ça rapidement, discrètement. Personne ne remarque. Bon, ça a pas marché. Parce que c'était un gros buffle et tout ça, assez rustre. Et, enfin, il était pas très ouvert à la négociation ni à la conversation d'ailleurs. Donc du coup ça n'a pas fonctionné et Dimitri est allé en prison. En prison, il a fait la connaissance de Riti. En fait Riti c'est un rat. Un rat assez petit, tout ça. Enfin, vu que je sens que je vais pas retenir le prénom Riti, on va l'appeler... comment vous voulez qu'on l'appelle? On va l'appeler Pissenlit parce que c'est ce que j'ai devant les yeux. Donc voilà, on va pas chercher à faire compliqué. Désolé, je vous ai pas entendu quand vous avez suggéré des noms en fait. J'espère que vous me pardonnerez.
Voilà, donc du coup il y a le rat, donc maintenant le rat c'est Pissenlit qui est et Dimitri qui ont fait connaissance en prison. Et donc du coup ils commencent à échafauder un plan d'évasion et tout ça en essayant de corrompre les vaches, en essayant de faire un steak et tout ça pour les intimider, pour leur montrer c'est qui le patron et tout ça. Ils se tatouent le plan de la prison sur le dos, ils se le tatouent aussi sur le mollet, sauf que sur le mollet c'est trop petit et tout ça, donc ils reprennent l'idée du dos et tout ça, sauf qu'ils l'ont fait sur le dos de Pissenlit. Le dos de Pissenlit le rat, il est beaucoup trop petit, donc du coup ils le font sur le dos de Dimitri. Enfin ils veulent le faire sur le dos de Dimitri, sauf que Dimitri, lui il veut pas de tatouage et tout ça. Il a dit ouais mais ça c'est une règle de vie, tu peux pas comprendre, moi c'est pas de tatouage, mon corps il est 100% naturel. Donc du coup Pissenlit le rat et tout ça, il est assez énervé et tout ça, la tension monte entre Dimitri et tout ça, et Pissenlit. Et soudain ils ont une super idée sur leur évasion. Eh bien, Pissenlit passe entre les barreaux de la prison, puisqu'il est assez petit, il va récupérer les clés et il ouvre à Dimitri. Les deux sont libres, ils s'enfuient, les vaches le remarquent et s'engage une grande poursuite. Une grande poursuite en voiture. Les vaches poursuivent les deux compères, Dimitri et Pissenlit, quand soudain, Ambre, donc la leader des États-Unis, Caillou, traverse le passage piéton à ce moment-là. Les vaches ne la remarquent pas, même si c'est quand même une pierre de jade de toute beauté. Ils devraient quand même la remarquer. Mais ils écrasent Ambre qui s'effrite en mille morceaux. Tous les cailloux présents dans la rue se retournent alors. Et ils commencent à se révolter contre les vaches. Il y a une vache qui s'appelle Vache. Voilà, on fait pas dans l'originalité. Surtout quand il faut improviser, voilà, faut trouver des noms en dernière minute. Une vache qui se tourne vers Dimitri et Pissenlit qui assiste au spectacle et qui dit non, ne laissez pas les cailloux nous massacrer, tout ça. Je vous aime, je vous l'ai jamais dit, mais je t'aime, Dimitri. Donc du coup, Dimitri, ému par la déclaration d'amour soudaine de cette vache, va la sauver dans la voiture et il laisse les autres vaches se faire décimer par les cailloux pour avoir tué leur vénéré chef Ambre. Donc, il sauve Vache, et Vache, Pissenlit et Dimitri s'en vont en s'enfuyant dans le Grand Canyon. Vu que le Grand Canyon est une prison dont ont été libérés tous les cailloux, et bien la prison est maintenant vide, et ils peuvent l'habiter sans qu'aucun caillou ne les découvre, puisque aucun caillou ne veut revivre l'enfer qu'est être enfermé dans le Grand Canyon. Donc, Dimitri, Pissenlit et Vache vivent leur vie tranquillement dans le Grand Canyon. Ils réussissent même à recruter quelques alliés et tout ça, réfugiés contre les cailloux et tout ça. Ils réussissent à monter une sorte de groupe paramilitaire contre les cailloux. Mais à un moment, il y a un éboulement, un glissement de terrain. Et il y a plein de cailloux qui les écrasent. Enfin, ça, c'est des cailloux inanimés et tout ça. Enfin, ça paraît logique. Hein. Il y a des cailloux qui vivent et des cailloux qui vivent pas. Hein. Vous imaginez si tous les cailloux vivaient, c'est le bordel que ce serait. Genre, vous pourriez parler à la pierre de votre maison. Faut rester cohérent. Donc, du coup, il y a des pierres inanimées qui leur tombent dessus et tout ça. Enfin, des gisements de terrain, ça arrive tous les jours, surtout dans le Grand Canyon. Et qui tuent tout le groupe paramilitaire. Sauf donc Pissenlit, Vache et Dimitri. Ça tombe bien, c'est les trois seuls personnages qu'on connaissait dans l'armée. Donc du coup, Vache et Dimitri, entre temps, ils se sont mariés. Vu que je vous rappelle, Vache avait un amour secret pour Dimitri, qu'elle Vache lui a avoué dans la voiture de police et tout ça. Et Vache et Dimitri donc disent oui, on est mariés quand même depuis 3 mois. Faudrait quand même, enfin moi j'aimerais bien, personnellement, je sais pas toi Vache, mais j'aimerais bien fêter ma lune de miel. Donc Vache est plutôt pour et tout ça, ils cherchent un lieu pour leur lune de miel et choisissent d'aller la fêter en Russie. Donc du coup, ni une ni trois, ils prennent l'avion, ils vont en Russie, ils se bourrent la gueule à la vodka, ils fêtent leur lune de miel, mais qu'est-ce que je dis? Non, Pissenlit, j'ai choisi ce nom pour me faciliter la vie, mais du coup il me complique encore plus. Donc Pissenlit le rat, pendant ce temps, il est resté avec eux pendant tout le temps. Il n'avait pas remarqué, mais en fait Pissenlit le rat s'était faufilé dans la poche de derrière du jean de Dimitri.
Et donc du coup il a suivi les deux amoureux durant toute leur lune de miel en Russie. Et voilà, donc ils fêtent leur lune de miel et ils découvrent Piti. Piti. En fait, quand je pense au rat, j'ai le prénom Piti dans la tête, je sais pas pourquoi. Si vous avez une explication, quelqu'un, genre un psychanalyste parmi mes abonnés, n'hésitez pas. Voilà, bon, bref. On ferme la parenthèse qui n'a même pas été ouverte et on continue l'histoire. Donc, Pissenlit et Dimitri découvrent alors que Vache est depuis le début de son enrôlement dans l'armée, dans la gendarmerie des Cailloux, elle est une agent double du gouvernement fédéral français. Le français n'est pas fédéral, mais on s'en fiche. Il n'y a aucune cohérence. Donc là, c'est un agent fédéral français, Vache. Et en fait, c'était même pas une vache, c'était un taureau. Sauf que bon, Dimitri, il a jamais trop vu la différence. Et puis voilà, ça a des cornes, c'est une vache. Hein. Voilà. Donc en fait, c'était même pas un taureau, c'était une chèvre. Donc Vache la chèvre est un agent secret fédéral français et alerte les autorités que Dimitri est un fugitif en fuite aux États-Unis, criminel de l'armée des Cailloux et tout ça. Donc du coup, le gouvernement français qui est allié donc avec le gouvernement Caillou des États-Unis, le gouvernement Caillou qui maintenant a à sa tête Ambre II, la petite fille, l'arrière-petite-fille de Ambre. Donc le gouvernement français allié avec Ambre II s'en vont arrêter Dimitri, mais Dimitri qui ne veut pas se laisser faire si facilement, casse une bouteille de vodka contre le mur et se sert de la bouteille cassée là, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il s'en sert pour poignarder Vache la chèvre. Donc Vache la chèvre meurt et donc Dimitri et Pissenlit s'en vont à l'aéroport pour prendre un vol à Saint-Pétersbourg qui est toujours en Russie, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de budget. Donc du coup ils s'en vont à Saint-Pétersbourg et c'est alors que Pissenlit se rappelle que oui, il a de la famille à Saint-Pétersbourg et tout ça, parce qu'en fait c'est un rat, il a une famille très nombreuse et tout ça, donc du coup c'est aux quatre coins du monde, il a de la famille un peu partout, et il a de la famille à Saint-Pétersbourg donc. Donc Pissenlit le rat s'en va à Saint-Pétersbourg avec Dimitri, ils sont hébergés dans les égouts de la ville, donc dans la famille de Pissenlit. Pissenlit, donc je vous présente rapidement la famille de Pissenlit. Alors il y a à peu près 34 membres, il y a Stéphane, Kevin, Samuel, Antoine, David, Pierre, Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4, en fait ça aurait été mieux pour des cailloux mais bon c'est des rats. Il y a aussi Papillon, Grillage, Arbre, Avalanche, Gouvernement, Nuage, Hologramme, Arbre, Pommier, Platane, Palmier. En fait, je dis tout ce que j'ai autour de moi, sauf Avalanche et Hologramme, vous inquiétez pas. Je suis pas un fou, j'ai pas d'avalanche chez moi. En tout cas, pas pour le moment. Donc, du coup, la famille de 34 et tout ça, je vais pas vous citer tous les noms, mais vous avez le nom des principaux acteurs. J'espère que vous avez bien retenu, parce que je ne répéterai pas. De toute façon, ça n'a aucun intérêt pour l'histoire, puisque de toute façon, toute la famille de Pissenlit se fait tuer parce que les égouts s'effondrent sur eux-mêmes pendant que les aliens qui sont revenus pour se venger de la bataille de la Terre ont atterri pile sur les égouts, donc écrasant toute la famille de Pissenlit, pendant que Pissenlit et David étaient justement allés acheter une boîte de... Ah, comment ça s'appelle? Voilà, une boîte de... Ah, comment ça s'appelle? Qu'ils n'ont jamais trouvé d'ailleurs, parce que du coup ils demandaient au rayonniste là, enfin vous voyez le mec, le chef de rayon, ils demandaient au chef de rayon et ils croyaient qu'ils se foutaient de leur gueule. Quoi, mais j'ai pas de boîte de... Ah, comment ça s'appelle déjà tout ça. Donc voilà, Dimitri et Pissenlit étaient en train de s'engueuler pendant que les aliens sont revenus en Russie, parce que entre temps, du coup, le gouvernement des États-Unis c'était plus la première superpuissance mondiale avec la mort de Ambre. Avec la mort de Ambre, en fait,
le cours de la bourse américaine a beaucoup chuté et du coup c'est devenu les Russes la superpuissance mondiale. Donc du coup c'est ici que les aliens ont atterri et ont commencé en fait à larguer plein de petites mouches partout en Russie. Si bien que bientôt il y avait plus de mouches que de mouches en Russie. Les premières mouches, c'est les mouches aliens. Et les deuxièmes mouches, c'est les mouches russes. Sauf que les mouches russes, du coup, elles sont adaptées au froid. Et les mouches aliens, pas trop. Donc du coup, les mouches russes avaient un avantage sur les mouches aliens. Mais ensuite, il y a Ebola qui est arrivé en Russie. Parce qu'en fait, il y avait... vous voyez... en fait, Louis, le mec qui est mort de la bronchite et du rhume au début, en fait, il avait un frère qui s'appelle Stéphane. Et en fait, Stéphane, il a un petit-fils qui s'appelle Auguste. Et Auguste, il était allé en voyage en Afrique, il s'était fait contaminer d'Ebola. Et ensuite, il avait décidé d'aller en Russie. Et du coup, en Russie, il a contaminé tout le monde avec Ebola, y compris les mouches. Et donc, les mouches aliens et russes sont mortes d'Ebola. Dimitri et Pissenlit, qui sentaient le massacre venir, tout ça, ils voyaient tout le monde mourir d'Ebola. Pas con. Ils sont partis donc en Suède. Et puis ensuite, donc ils ont dormi pendant les semaines qui suivirent à Ikea. C'est plutôt pratique. Ikea qui avait été laissé à l'abandon depuis que la Suède elle-même avait été laissée à l'abandon parce que tous les Suédois avaient immigré en fait aux États-Unis. En fait, les Suédois en fait ils aimaient pas Donald Trump. Et quand Donald Trump est mort, écrasé par le lancer de poids de Jean-Claude, sous la Maison Blanche, les Suédois se sont dit chouette, nous voilà débarrassés de Donald Trump, on va tous émigrer aux États-Unis. Donc ils y sont tous allés et ils sont tous fait massacrer durant le génocide des Cailloux. Voilà. Donc du coup, la Suède a été laissée à l'abandon. La Norvège a colonisé la Suède, sauf qu'ensuite la Russie a colonisé la Norvège, a tué tout le monde, puis ensuite les Russes sont rentrés chez eux. Donc du coup maintenant il n'y a plus personne en Suède ni en Norvège. Donc vous vous demandez peut-être la Finlande. Bah moi aussi je me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'en sais rien. C'est pas le sujet de l'histoire de toute façon. Enfin, quel est le sujet de l'histoire? Vous avez 3 heures. Donc ils ont dormi dans un magasin en Suède et à Ikea donc. Le lit était très confortable. C'était le lit Björnsson. Et donc du coup ils l'ont commandé pour leur appartement parce que Pissenlit en fait et Dimitri, à force d'être toujours ensemble et tout ça, collés dans le même lit et tout ça, ils se sont mis à développer une sorte d'amour passionnel interdit entre eux deux et tout ça. Enfin vous voyez le genre d'amour Roméo et Juliette, tout ça que la société ne peut pas permettre mais que seul le cœur le peut. Enfin vous voyez les genres. Mais du coup il n'y a personne pour pointer du doigt cette relation amoureuse entre rats et humains. Surtout qu'en prison, ça développe des liens, surtout entre prisonniers masculins. Voilà, parfois il y a des rapprochements. Bon, on sait pas ce qu'ils ont fait en prison entre les tatouages. Voilà, ils voulaient se tatouer sur le dos, peut-être qu'ils se l'ont tatoué autre part. On sait pas. Toujours est-il qu'avec les liens qui sont créés entre Pissenlit et Dimitri, eh bien, ils sont terminés en couple. Ils ont racheté un appartement en Suisse. Ensuite, au moins, ils savaient qu'il n'y allait pas avoir de guerre ou de génocide. C'était la Suisse. Donc ils ont acheté un appartement en Suisse où ils ont fait importer leur lit Ikea là, parce qu'ils le trouvaient très confortable. Surtout que Pissenlit en fait avait jamais dormi dans un lit de sa vie, donc c'était une première pour lui, sa première fois dans un lit. Et surtout sa première fois aussi avec Dimitri. Et aussi la première fois où il a été aux toilettes parce que du coup Pissenlit c'est tout nouveau pour lui. Normalement il pisse n'importe où, c'est un rat. Voilà. Ah oui, un rat d'opéra. Parce qu'en fait, le Pissenlit, c'est un rat qui a une voix de baryton exceptionnelle. Et donc du coup, tous les opéras dans lesquels il va lui disent « Oh, Monsieur Pissenlit, Monsieur Pissenlit !» En fait, Pissenlit, c'est son prénom, donc du coup, ils se gourrent tous, mais il faut pas leur dire, c'est trop marrant. Donc « Oh, Monsieur Pissenlit, on veut votre voix et tout ça, venez dans notre opéra et tout ça, on vous accueille. » Donc du coup, en Suisse, il n'a pas eu beaucoup de mal à se faire intégrer. Il est devenu le chanteur à la mode, tendance et tout ça, ce qui a permis donc au gouvernement fédéral français, donc qui était allié avec Vache pour capturer Dimitri et
et Pissenlit. Donc le gouvernement fédéral français a retrouvé Pissenlit et Dimitri. Et donc la Suisse a décidé de protéger historiquement leur patrimoine historique qu'est Pissenlit. Et donc ont répondu à l'offensive de la France. Et là, on a découvert une Suisse plus forte que jamais. La Suisse a débarqué avec des milliards de tanks conduits à distance par Pissenlit lui-même. Sauf que Pissenlit, la technique de rat, c'est on fonce tous et on bouffe tout. Donc du coup, c'était pas une technique très efficace. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises, notamment lors de cette bataille du pommier numéro 2. Ça n'a pas non plus ça n'a pas tellement non plus de rapport le nom, mais bon, ils se sont dit quitte à faire une énième guerre dans cette histoire, autant qu'elle porte le même nom que la guerre Mexique-États-Unis alien. Donc du coup, durant la guerre du pommier numéro 2, opposant la France et la Suisse, et bien, du coup, la Suisse a laissé Pissenlit, qui est son patrimoine historique en tant que voie d'opéra géniale de baryton, diriger tous les tanks, les milliards de tanks de la Suisse en France. Et Pissenlit, ne sachant conduire des chars, les a fait avancer tout droit et ils se sont échoués dans l'Atlantique. Pour le plus grand plaisir des poissons, qui ont repris ces tanks et ont commencé à venir sur Terre pour imposer leur dictature. Ça faisait des milliards d'années que les poissons... des milliards, ça fait que 3,5 milliards d'années que la France existe. Mais bon, ça fait des millions d'années que les poissons veulent leur vengeance et veulent coloniser les terres. Donc du coup, ils se servent des chars que Pissenlit a envoyés dans l'eau pour coloniser la Terre. Ils commencent à décimer tout le continent européen et tout ça, dont Pissenlit et Dimitri, et la Suisse, et les Français. Et tous les gens qui ne sont pas morts d'Ebola en Russie, ils les ont tués. Ils ont aussi tué le continent asiatique, africain, océanien. Je sais pas si c'est Asie, océanien. Et même en Amérique, ensuite, ils sont arrivés. Et donc, ils ont tué tous les cailloux. Les poissons ont commencé à tuer. Les poissons ont commencé à tuer tout le monde partout sur Terre. Et finalement, il ne restait que les aliens qui dirigeaient depuis les airs. Sauf que les aliens, du coup, se sont dit ouais, mais les poissons, ils sont quand même durs à battre, tout ça. Nous, on peut pas aller dans l'eau, donc du coup, ils peuvent se replier dans l'eau. Les poissons, c'est quand même pas de très bons ennemis. On est foutu si on reste comme ça. Donc, les aliens ont décidé de faire quelque chose pour changer la réalité, parce que cette réalité, ils savaient que dans cette réalité, tout espoir de colonisation de la Terre était vain, puisqu'ils ne pouvaient combattre les poissons ennemis aquatiques contre qui les pistolets étaient inefficaces, puisque les pistolets sont des armes à feu, et Pokémon nous l'a prouvé, l'eau bat le feu. Donc, les aliens ne pouvant combattre les poissons, les aliens ont décidé de faire quelque chose de très intelligent. Aller aux toilettes. Oui, c'est très intelligent parce que, je vous explique, tout a une logique. Ils ont décidé de faire un voyage temporel. Et avant les voyages temporels, tout le monde le sait, il faut aller faire son petit pipi. Parce que sinon, si tu pisses dans la machine, ça peut créer de graves dysfonctionnements qui peuvent perturber le continuum espace-temps. N'est-ce pas, Marty? Donc, après avoir fait leurs besoins, les aliens ont voyagé dans le temps et ont décidé de retourner en 1987, ce qui était d'ailleurs, coïncidence, je ne pense pas, la date d'anniversaire la date de naissance du frère de Louis, le mec qui est mort de la bronchite là. Enfin, vous voyez le mec qui est mort de la bronchite du rhume au début, voilà, Louis. Et vous voyez le mec qui a contaminé toute la Russie avec Ebola, là, Auguste. Donc le grand-père d'Auguste et le frère de Louis, donc ce gars-là, il s'appelle Stéphane. Et bien, c'est la date de naissance de Stéphane en 1987. Donc, Stéphane est né à ce moment-là. Et en fait, le plan des aliens, c'était de retourner à une date au pif. Donc, ils ont choisi 1987 au hasard. Et donc d'entraîner un super humain et tout ça qui allait créer un poison anti-poisson. Pour qu'ensuite il retourne dans le futur et qu'il n'y ait plus de poisson. Voilà, vous
comprenez le plan et tout ça. Donc du coup, sauf que le voyage des aliens se passe très mal et ils ont même pas le temps d'apprendre des poisons anti-poissons à un humain, vu que les aliens meurent en même temps qu'ils arrivent en 1987. Et devinez où ils arrivent? Ils arrivent dans la salle d'accouchement de Stéphane, où Stéphane s'apprête à naître en 1987. Et donc ils s'écrasent sur la mère de Stéphane qui était en train d'accoucher et tuent ainsi Stéphane. Et donc, vous l'avez déjà compris, Stéphane n'étant pas né, Auguste, son petit-fils, n'existera jamais. Donc Auguste ne pourra pas contaminer toute la Russie avec Ebola. Donc, n'ayant pas Ebola, les mouches aliens, oui, enfin, si vous ne comprenez plus là, retournez un peu retournez un peu plus anciennement dans la vidéo, vous comprendrez mieux. Donc du coup, bon, là je crois que je commence à vous perdre, tout ça, enfin, vous avez rien suivi, hein. C'est quand même pas sorcier, n'est-ce pas, Jamy? Donc, les mouches aliens ne sont alors pas contaminées par Ebola et donc battent les mouches russes. Donc du coup, les mouches aliens envahissent la Russie. Donc ainsi, les aliens prennent possession de la Russie. Mais les mouches aliens ne s'arrêtent pas là, ils colonisent le monde. Et même les États-Unis d'Amérique, tout ça, enfin. Du coup, les poissons restent à leur place, vu qu'il n'y a pas les tanks de pissenlit qui la foutent vers l'eau. Les mouches aliens restent colonisent le monde. Et donc, après, les aliens rapatrient les mouches. Et voilà, ils rapatrient les mouches dans leur QG d'aliens. Oui, ils ont un QG pour les mouches. Enfin, c'est très sophistiqué, très futuriste, tout ça, très avant-garde. Voilà, donc du coup, ils rapatrient les mouches. Et ainsi, les aliens sont devenus maîtres de la Terre. Mais maîtres de quoi? Il n'y a plus rien à diriger désormais. Parce que les aliens gouvernent un champ de ruines. En effet, quelle est la morale de cette histoire? Un rhume peut causer le destin de l'humanité. Ainsi, faites attention la prochaine fois que vous aurez un rhume. Merci, c'est tout pour moi.